Hein? Tu attends quelque chose? Simplement dire Les règles là-bas. Ah bon, c'est là-bas que ça va se passer? Non, non, c'est ici, mais c'est la présentation d'abord officielle. Et après, vous allez... Après, Arrêtez tout. on arrête pour une minute pour que les gens qui vont parler, que ce soit Ah ici. bon, alors, soit... d'accord, Oui, on commence. oui, on commence. Est-ce qu'on peut commencer? Can we begin? S'il vous plaît. Je voudrais maintenant passer la parole à Jacques Mascotto, professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Jacques. Merci. Bon, moi je ne suis pas historien et je ne pourrais ainsi prétendre vous illuminer sur des faits nouveaux concernant la famine de l'Ukraine. Aussi, mon propos touchera-t-il la place de la famine de l'Ukraine dans l'intelligence du totalitarisme, et je vais donc vous proposer quelques clés d'interprétation de cette famine. Je suis parti de plusieurs auteurs, notamment Hannah Arendt et Claude Lefort. Hannah Arendt, dans son livre important « Les origines du totalitarisme », écrit ceci. Quel sens a le concept de meurtre quand on est confronté à la production en masse des corps? Plus loin, elle écrit « Les régimes totalitaires établissent un monde de non-sens en action. » Enfin, ce que les idéologies totalitaires visent, ce n'est point la transformation du monde extérieur, ni la transmutation révolutionnaire de la société, mais la transformation de la nature humaine elle-même. Dans les textes rassemblés sous le titre « L'invention démocratique, les limites de la domination totalitaire », Claude Lefort nous dit que dans l'analyse du totalitarisme, les critères du juste et de l'injuste, de l'arbitraire, de l'abus et de l'excès, du vrai et du faux, ne suffisent pas et se révèlent même trompeurs. Enfin, je vous citerai un passage d'une très intéressante histoire de l'URSS par Michel Heller et Alexandre Nekrich, L'utopie au pouvoir, qui vient de paraître. Et on apprend dans cette très intéressante histoire les événements suivants. Le diplomate soviétique Dmitrievski raconte comment il était nourri dans une maison de repos pour chefs en 1932-33 en Crimée. Une table normale, une nourriture abondante et bonne, faite de tout ce dont la Russie est riche. À 8 heures, petit déjeuner, œufs, jambon, fromage, thé, cacao, lait. À 11 heures, lait caillé. Puis déjeuner de 4 plats, soupe, poisson, viande, dessert et fruits. Dans la journée, thé avec des gâteaux. Le soir, dîner de 2 plats. Il cite encore en 32-33 Krivitsky, haut fonctionnaire du régime, et ce Krivitsky déclare « Notre voie vers le socialisme est difficile. Beaucoup tomberont en cours de route. Nous devons bien nous nourrir et nous reposer après le travail en jouissant plusieurs semaines par an d'un effort encore inaccessible à d'autres, car nous bâtissons une vie heureuse dans l'avenir. » Alors, c'est ce que je voulais appeler le non-sens. Comment peut-on dire de tels propos en pleine famine de l'Ukraine lorsqu'il y a des morts par milliers et même par millions? Eh bien, généralement, les explications de cette famine relèvent de critères économiques, et il n'est pas rare d'entendre que le régime devait industrialiser à outrance pour survivre, et qu'en conséquence, cette famine de l'Ukraine relève de critères conjoncturels, voire même de la fatalité. Or, il faut bien admettre que la propriété collective des moyens de production, la collectivisation de la propriété privée, de la propriété tout court, ne relève pas de conjoncture historique, mais faisait partie du programme du parti bolchevique depuis 1905, et voire même quelques temps avant. C'est-à-dire que la famine de l'Ukraine ne fait que réaliser le programme du parti. Je signale que Lénine, au tout début du siècle, avait dit lui-même « Le capitalisme commence de façon spontanée
chaque jour au marché du village. Il faut donc supprimer le capitalisme. Ce qui veut dire qu'il était inscrit dans le programme du parti de supprimer la paysannerie. En 1934, Staline déclarait « Le dépérissement de l'État se produira par le renforcement maximum de l'État ». Par ailleurs, lorsque Moscou envoie 30 000 syndicalistes ouvriers russes comme directeurs de ferme en 1931 en Ukraine, le parti ne fait que réaliser, au sens strict, la dictature du prolétariat. Ce n'est pas, cette dictature du prolétariat, quelque chose qui n'était pas annoncé de façon explicite avant. En fait, on parle également de critères économiques, de l'utilité de la collectivisation. Il convient de citer certains chiffres avancés par Heller, Nekrich et moi-même Chamberlain. Et sachant que de la production des grains de 31 à 32 en Ukraine, chiffre cité par le Parti communiste ukrainien lui-même, cette production de grains était inférieure de 10 millions de tonnes à celle de 1913. Le nombre de chevaux entre 1929 et 1933 est passé de 5 543 000 à 2 772 000. Le nombre des vaches est passé de 3 873 000 à 2 049 000. Celui des porcs de 3 472 000 à 1 390 000. Celui des moutons de 6 652 000 à 1 543 000. Donc il faut s'interroger également sur les critères d'utilité économique de la collectivisation. Citons les acteurs eux-mêmes. Et Staline, dès 1928, déclarait « La cause essentielle de nos difficultés, c'est que la croissance de la production du blé marchand est chez nous plus lente que la croissance des besoins en blé. » Ce qui veut dire que c'est une légitimation tout à fait directe, bien avant la famine, que le blé marchand, c'est-à-dire le blé que l'on doit exporter et réquisitionner, est plus important que les besoins des populations. C'est la raison pour laquelle, en pleine famine, en 1932-33, l'URSS exportait de 1930 à 1933, l'URSS a exporté 13 millions de tonnes métriques de blé sur les marchés occidentaux. Nous sommes donc en plein non-sens, et il s'agit de tenter de situer cette famine par rapport au non-sens. Eh bien, la place de cette famine, c'est la place du chaos, du désordre dans le totalitarisme. En fait, il faut absolument que le régime de Moscou crée du désordre, du chaos, de l'incohérence la plus totale, de façon à se présenter ensuite comme le parti de l'ordre, le parti de la régénérescence du tissu social. Il faut absolument que ce tissu social soit déchiré. Or, que nous enseigne encore cette famine? C'est que une famine, c'est la dégradation des corps. C'est donc que les individus perdent tout repère symbolique, tout repère institutionnel. Ils deviennent des vrais fantômes dans un monde de néant. Ils s'éteignent, proprement dit, et c'est ainsi que la famine de l'Ukraine nous enseigne que le concept de domination, voire même le concept d'assujettissement, ne sont pas du tout suffisants pour révéler l'essence du totalitarisme. Parce que dans une famine, ce n'est pas une question de domination, mais une question de disparition de la nature humaine elle-même. Il faut montrer la nécessité d'aller plus loin que la domination. En effet, la famine, et c'est ce que je pense, incarne la métaphore de la mort de la société, consommée jusque dans la dégradation des corps, comme si en décharnant les corps, on voulait dispiritualiser la nation ukrainienne. Les organes des individus pourrissent ou flétrissent, c'était pour mieux montrer que ceux de l'État prospèrent. Il est intéressant de remarquer, après les remarques d'un récent prix Nobel, Elias Canetti, que dans une famine, les individus apparaissent au pouvoir comme des cafards, des insectes, et à cet égard, les descriptions de Evad Amendé sur la famine de l'Ukraine sont élogieux, ou du moins sont indicatifs. Ces individus au ventre énorme, aux yeux exorbités, apparaissent comme de la vermine. Or, ces termes tératologiques suggèrent inévitablement le nombre, la multitude, le nombre en excès.
l'image des punaises, des insectes, suggère toujours l'image de la foule en trop. Et une seule solution possible, lorsqu'on suggère qu'une nation, c'est le nombre en excès, écraser, exterminer, désinfecter. Donc, la décomposition à laquelle la famine livre les corps sert à montrer une matière inhumaine. Donc, c'est forcément un ennemi. Et l'ennemi, comme il est associé, apparenté à la vermine, doit être écrasé. Ce délire tautologique sur la vermine est le même que celui qui préside à la désignation de l'ennemi dans la grande période de la collectivisation forcée. Et Kulak, celui qui s'oppose à la collectivisation, qui avait pour but d'écraser précisément le Kulak, qui existe a priori, qui se tient partout dans tous les trous. Or, comme la vermine, ce n'est jamais un individu, mais toujours une espèce, et la famine, en décomposant les corps, veut montrer qu'il s'agit d'une espèce entière et non pas d'individus isolés, eh bien l'ennemi est toujours un ennemi amalgamé, un ennemi aggloméré. Et c'est pour ça que la désignation de l'ennemi dans le totalitarisme donne toujours suite à une technique des populations. À cet égard, la famine de l'Ukraine, comme technique de population, technique totalitaire de population, annonce déjà les génocides des Tatars de Crimée, des Turkmènes, des Karatchaïs, des Ingouches et des Tchétchènes, quelques années plus tard, avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça que, associé à l'hideux, à l'ignominie, l'individu transmet la culpabilité, la faute à son voisin, à sa famille, à son espèce, à sa nation, à sa culture. C'est la raison pour laquelle toutes les définitions que l'on a pu voir, soit de Postichev, Kossior, Staline eux-mêmes, ces définitions de l'ennemi sont toujours élastiques, toujours floues, toujours vagues, artificielles, aléatoires. Et c'est la raison pour laquelle ces définitions de l'ennemi sont toujours des définitions irréelles, artificielles. Postichev, en pleine famine, déclarait devant le comité central du Parti communiste d'Ukraine: dois-je gaspiller les mots pour montrer combien est fausse l'instruction qui assigne une place secondaire à la livraison des grains à l'État, alors qu'elle situe au premier rang le besoin de nourrir la communauté? N'est-ce pas la meilleure preuve possible que plusieurs de nos comités de district ont été influencés par des critères de consommateurs, promouvant ainsi les intérêts de classe de nos ennemis au détriment de l'État prolétarien? Ceci sert de démonstration absolue. En fait, il faut montrer qu'ici, ce ne sont pas des questions tout à fait arbitraires ou précipitées dues aux événements, puisque dès 1929, une loi du Conseil suprême de l'URSS promulguait que les républiques de l'URSS avaient le droit de modifier les indices de la catégorie d'ennemis à abattre. C'est-à-dire que selon la loi, il était possible que, selon les circonstances, on puisse adapter la définition de l'ennemi. C'est une loi de 29, généralement, est passée inaperçue. Cette famine de l'Ukraine a donné aussi lieu à quelques commentaires, d'explications, et c'est à cet égard qu'on a entendu parler de déviation. Et beaucoup de commentateurs aujourd'hui parlent encore de déviation du système socialiste. Eh bien, ces commentateurs font le pendant à Staline lui-même, qui parlait de vertige du succès. Alors, il est quand même assez intéressant de savoir si l'accumulation de millions de morts doit être attribuable au vertige du succès. En fait, lorsqu'il s'agit d'un génocide, force est de nous interroger sur cet aspect anodin du succès. Comment parler de déviation lorsqu'il s'agit de créer précisément l'essence même du modèle, c'est-à-dire les réalités du système? En fait, cette déviation est tout aussi imaginaire, puisque si l'on prend une citation de Kossior de 1933, qui disait ceci: nous savons par expérience que la question n'est pas seulement de savoir combien est grande la récolte, mais combien de grains réussirons-nous à réquisitionner. En fait, ici, on peut dire que Kossior fait une déviation, mais il ne fait que répondre
aux propos de Lénine lui-même en 1914-1918 sur l'introduction du Führerprinzip dans l'industrie, la généralisation du système Taylor, l'augmentation de la productivité, où il était dit que ce n'étaient pas les conditions de vie de la classe ouvrière qui comptaient, qui primaient, mais la productivité de l'État socialiste. À ce niveau-là, Kosciuszko ne fait que répondre pour la paysannerie à la formule de Lénine quelques années plus tôt. Enfin, je voudrais ici donner une autre clé d'interprétation de la famine de l'Ukraine, c'est qu'on a toujours pensé que cette collectivisation forcée était le prélude, le prodrome nécessaire à l'industrialisation de l'URSS. En fait, la Piatylewka, le premier plan quinquennal, ne visait pas à industrialiser. Staline lui-même disait en 1934, la Piatylewka n'industrialise pas. Elle apprend à compter en secondes. Et pour situer encore cette famine de l'Ukraine, il faut remonter à 1928 et à l'affaire du procès des Charty, procès des ingénieurs reconnus soi-disant coupables de sabotage du plan et de collusion avec l'étranger. Il est intéressant de voir que cette affaire Charty a déclenché une purge, en même temps que la famine de l'Ukraine, des experts bourgeois, et que cette purge visait à créer ce que Staline appelle Novaya Narodnaya Sovetskaya Technicheskaya Intelligentsia, une nouvelle intelligentsia technique soviétique populaire, et que c'est avec cette nouvelle intelligentsia technique composée d'ouvriers communistes fraîchement sortis des rangs prolétariens, c'est avec cette intelligentsia communiste, urbaine, prolétarienne, qu'il va tenter de décimer l'intelligentsia traditionnelle et les intelligentsias nationales. C'est la raison pour laquelle, au moment même où on fait des discours sur la réquisition des grains, où l'on accuse les paysans ukrainiens, dans le même moment, on s'enquiert d'éliminer l'intelligentsia nationale ukrainienne, comme notre collègue l'a dit précédemment. C'est la raison pour laquelle, non seulement on s'attaque au ministère de l'Agriculture, mais également à l'Académie des sciences de l'Ukraine et dans tous les secteurs de la culture et de l'éducation. Et par là même, on essayait de remplacer systématiquement ce savoir traditionnel des humanités par une nouvelle classe d'ingénieurs techniciens. En conséquence, cette collectivisation forcée de l'Ukraine sera intelligible dans la formation d'une nouvelle base sociale pour Staline. Citons encore Staline. En 1934, la Piatylewka, la collectivisation forcée et l'industrialisation, ont sauvé 20 millions de paysans de la pauvreté et de l'esclavage koulak. En 1941, 89% des ouvriers communistes, soit près d'1 million, entrés dans les grandes écoles techniques et d'ingénieurs en 1930-33, se retrouvent dans les postes les plus importants du parti et forment la génération actuelle des dirigeants de l'Union soviétique. Donc, d'un côté, le mensonge déconcertant, incroyable, destiné à ôter à la famine toute épaisseur, toute relief, toute réalité. De l'autre, le projet délibéré d'éliminer la paysannerie, d'éliminer les intelligentsias traditionnelles nationales et de la remplacer par une nouvelle génération de cadres qui font également double emploi, notamment qui servent à contrôler les organes policiers et ainsi permettre à Staline d'asseoir sa domination. Je remercie Jacques Mascotto. Je le remercie lui aussi de s'en être tenu au temps imparti.